Moi, j'adore Saylor. Tout de suite, je me suis intéressé à ce gars-là. Je l'ai trouvé sympathique, intéressant, éloquent, courageux. Je pense qu'il se considère lui-même comme un héros randien. On se souviendra de lui comme un businessman et un gourou, mais pas comme un penseur ni comme un scientifique. Bitcoin est un essaim de frelons cybernétiques. Ce qui ne veut rien dire du tout, en fait. Mais c'est une image magnifique qui va frapper l'imaginaire des gens. Son sujet, c'est de parler, comme je l'ai dit au début, à l'imaginaire et aux émotions. Donc moi, j'ai pas de problème avec ça, tant que ça ne nous oriente pas sur de mauvaises pistes. Quand il insiste sur la valeur travail, c'est une mauvaise piste. Ça peut être vécu comme une trahison, mais je pense que c'est une forme de pragmatisme au service de son objectif, qui n'est pas de défaire le système, mais qui est d'injecter ce virus de rationalité dans le système. Je ne sais pas évaluer sa part d'intégrité, de sincérité, et sa part de tactique et de pragmatisme. Yorick, bonjour. Salut Jacques. Je suis vraiment ravi de t'accueillir aujourd'hui là, pour cet échange en marge de la lecture podcastée du livre Le Trésor de Michael Saylor d'Anil Patel, que tu connais bien. Et pour parler de Saylor, en fait, qui est vraiment un personnage assez hors du commun qu'on a découvert tous depuis 2020 à travers de nombreuses prises de parole. Le gars est vraiment increvable, hein. Il a fait la tournée des podcasts à l'infini. On a pu le suivre aussi à travers pas mal de speeches dans des conférences qu'il a données en Europe, en Asie, aux États-Unis, bien sûr aussi sur les plateaux de TV où à chaque fois il est assez fort, il a pas mal d'impact dans ses prises de parole. C'est quelqu'un de très éloquent, vraiment impressionnant, effectivement, il a un talent pour ça. Je suis très content de faire ce podcast avec toi parce que moi j'adore Saylor, et donc je suis ravi de discuter avec toi de lui, mais en fait je suis assez sceptique sur ce qu'il dit en matière de théorie de la monnaie. Et donc tu vas pouvoir m'expliquer tout ça. Tu vas pouvoir me dire, me décoder un peu ce qu'il a écrit, parce qu'il y a beaucoup de passages où je suis pas sûr de comprendre ou d'être d'accord. En revanche, sur les aspects activité de son entreprise stratégie, là, moi je pourrais pas du tout t'aider non plus, parce que c'est de la technique financière très sophistiquée et c'est pas trop dans mes compétences. Mais en revanche, j'ai beaucoup d'admiration et d'intérêt pour l'entrepreneur qu'il est, l'entrepreneur visionnaire et audacieux. Donc ça, c'est un point important. Pour résumer mon parcours, alors moi, je suis haut fonctionnaire, magistrat à la Cour des comptes. Euh, j'ai fait des études un peu généralistes de commerce, philo, sciences politiques et administration publique. Et en plus de la Cour des comptes, j'ai aussi fait 2 passages à l'extérieur. Un en cabinet ministériel comme conseiller de Fillon quand il était Premier ministre, et le deuxième chez Total dans la branche exploration-production, sur des jobs d'analyse économique, financière, stratégique, et de coordination d'activités de filiales d'exploration-production en Afrique. Ouais, ouais. Voilà, et par ailleurs, bon, alors je suis passionné de Bitcoin depuis 2016. Euh, et Comment tu expliquerais justement qu'est-ce qui en toi t'a conduit à cet intérêt pour Bitcoin et pour la monnaie, puisque finalement tu ne cesses de creuser le sujet. Qu'est-ce qui en toi t'amène finalement à concentrer quand même une bonne partie de ton temps à cette étude, y compris l'étude. Moi, j'avais été assez surpris et j'étais tout à fait admiratif quand je te voyais étudier Bitcoin Lightning, là, le protocole, te mettre dans la technique, c'est-à-dire que tu vas jusqu'à te mettre dans des éléments assez techniques. Tu restes vraiment dans une dynamique d'apprentissage. Alors moi j'avais un intérêt, alors d'abord pour les idées, la pensée en général, et plus particulièrement pour la pensée de la liberté, et pour Ouais, les c'est ça, idéaux hein. de liberté. Et au sein de cette école de pensée, j'ai été très tôt attiré par l'école autrichienne, qui a une théorie de la monnaie extrêmement originale. Euh,
J'ai eu une expérience donc dans le monde politique et j'étais assez déçu de cette expérience. Ouais, Je pense que le fonctionnement de la politique ne permet plus tellement d'améliorer le monde. La politique aujourd'hui, malheureusement, elle ne fait que détériorer les choses. C'est comme ça. En revanche, je crois beaucoup que la monnaie détermine beaucoup plus de choses que ce que le grand public pense, qu'on va vers des crises monétaires gravissimes, historiques, et qu'en revanche, l'outil monétaire peut être un outil de transformation positive de la ouais, c'est ça. société. Et donc, quand j'ai vu apparaître Bitcoin, ça a été pour moi une expérience fascinante parce que je me suis dit, il y a là une occasion de faire converger des idéaux de liberté et un idéal de transformation de la société par autre chose que la politique. C'est la continuation de la politique par d'autres moyens. C'est ça. C'est une monnaie qui va, si on arrive à soustraire la monnaie à la sphère politique, si on arrive à dépolitiser, désétatiser la monnaie, on a une occasion de transformer la société en profondeur d'une manière positive pour améliorer la justice et l'efficacité économique. C'est ça, tu as Voilà. suffisamment de connaissances des sphères politiques, institutionnelles au plus haut niveau. Tu connais suffisamment bien finalement les logiques de ces organisations, les dynamiques et puis tout ce qui est en place pour finalement maintenir le status quo, pour te dire, OK, le levier de changement, ça va être autre chose et tu l'as trouvé dans Bitcoin finalement. Voilà, et il y a peut-être une autre dimension, c'est que euh, les aspects pervers du fonctionnement de la politique, ils vont aussi se traduire de plus en plus dans la monnaie. La monnaie va être de plus en plus, si on n'y prend pas garde, un outil de domination, de Ouais, contrôle, de spoliation, c'est ça, d'aliénation, c'est ça. notamment si on va vers les monnaies numériques de banque centrale. Or, il y a une volonté convergente de tous les États du monde, sauf de manière temporaire aux États-Unis actuellement, pour aller vers ces outils. Et Ouais, donc, c'est une raison de plus de s'intéresser à la monnaie. C'est que si on s'y intéresse pas, la monnaie va s'intéresser à nous, elle va nous contrôler de plus en plus parce c'est que ce ça. sera la volonté des dirigeants politiques et des groupes d'intérêt qui les contrôlent. Et donc Bitcoin mérite d'autant plus qu'on s'y intéresse et qu'on le comprenne et qu'on le promeuve comme outil de résistance face à ces évolutions dangereuses. Ouais, c'est ça. Depuis 5 ans, depuis toujours, les gens, les puissants qui ont pris le monopole de la monnaie, eh bien, volent plus ou moins la population en la manipulant. Et là, et donc a fortiori depuis qu'on est dans le système fiat. Mais ce que tu dis, c'est que là, avec la convergence entre l'identité numérique et les monnaies numériques programmables, etc., le pouvoir a désormmais une capacité de contrôler bien plus que juste notre épargne, mais nos comportements, ça devient vraiment un outil au service des pouvoirs totalitaires, quoi. Il y a vraiment, il y a un risque et donc il y a une nécessité absolue de propager cette monnaie liberté qui est Bitcoin, quoi. Euh, Quand on arrive sur le, voilà, si on se tourne maintenant sur le livre et peut-être avant même sur Saylor lui-même, qu'est-ce que tu as vu? Est-ce que tu te souviens des premières impressions? Tes premières impressions en découvrant le bonhomme, c'est-à-dire c'était peut-être en mi-2020 lorsqu'il commence à annoncer son achat de Bitcoin pour MicroStrategy. Est-ce que tu as des souvenirs de cette période Ah quand tu oui, l'as je m'en souviens découvert? très précisément parce que c'était effectivement, comme tu dis, mi-2020. Euh, Quand j'ai vu l'info, je me suis dit, tiens, ça c'est très intéressant et c'est assez couillu. C'est la première fois qu'on a une entreprise cotée aux États-Unis qui place du cash en Bitcoin. Je crois que c'était. Il avait 500 millions de cash, il a mis la moitié en Bitcoin, je crois, hein, quelque chose comme ça. Ouais, Et donc, je me souviens très bien d'en avoir parlé au premier Surfing Bitcoin en octobre 2020, en disant, tiens, là, il y a l'amorce de quelque chose d'intéressant. Pour la première fois, des acteurs institutionnels du monde économique américain sérieux prennent Bitcoin au sérieux. Et donc là, on va voir si ça évolue. Et je ne pensais pas que ça évoluerait aussi vite et dans des proportions aussi inouïes. Puisque je crois il s'approche des 800 000 bitcoins maintenant, hein, c'est ça? ouais, c'est ça. Euh, Entre effectivement ce qu'il contrôle à titre privé
je sais pas si c'est 17 000 à titre privé et puis à Ouais. titre de sa boîte, c'est gigantesque, ouais, c'est Je ça. me demande s'il n'a pas franchi les 800 000. Je me souviens plus. Régulièrement, il affiche Ouais. un nouveau décompte, mais en fait, je sais plus où il en est. Mais donc, voilà, moi, tout de suite, je me suis intéressé à ce gars-là. Je l'ai trouvé sympathique, intéressant, éloquent, courageux. Et je j'ai pas cessé de continuer à observer un peu ce qu'il faisait et ce qu'il disait. Alors, moi, j'ai un point de vue un peu paradoxal sur lui. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'admiration et de sympathie pour le bonhomme, mais je reste très sceptique sur une partie de ce qu'il dit. Euh, pour moi, on se souviendra de lui comme deux choses, un businessman et un gourou, mais pas comme un penseur ni comme un scientifique. C'est un businessman, il l'a prouvé avant même Bitcoin avec sa boîte MicroStrategy, qui a connu un succès extraordinaire, ensuite qui s'est effondré avec la crise de l'Internet au début des années 2000. Euh, on verra si son aventure Bitcoin est un succès à long terme, mais en tout cas, c'est un entrepreneur de talent. C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est quelqu'un de visionnaire qui analyse les évolutions de la société, qui se projette dans le très long terme, qui a des convictions très fortes et tout. Et avec Bitcoin, il a fait un pari, il a pris un pari fou, un pari extrêmement audacieux. Euh, et donc, il a un intérêt rationnel, objectif à euh, faire tout ce qui est en son pouvoir pour convaincre un maximum de gens d'acheter du Bitcoin. Ouais, c'est Ça, ça. c'est son intérêt objectif, rationnel. Donc, il s'est transformé en gourou, en évangélisateur. Et il l'explique dans certains podcasts. Son problème, c'est pas tellement d'expliquer les méfaits du système fiat. Mhm. Son problème, c'est plutôt de valoriser Bitcoin et d'inciter les gens à en acheter le plus possible. Mais ce faisant, il n'est pas dans une démarche tout à fait rationnelle. Il est, à mon avis, dans une démarche plutôt de gourou, je dirais pas sectaire, mais plutôt poète. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui adapte son discours à ses publics. Quand il s'adresse à des publics de financiers, il a un discours hyper technique, hyper professionnel. Mhm. Il utilise le jargon et les raisonnements et les logiques que comprennent ces gens. Mais quand il s'adresse aux masses, il est complètement différent. Ouais, ouais. Là, les masses, de manière générale, elles n'ont pas. Ce qu'elles recherchent, c'est pas la vérité. Ce qu'elles recherchent, c'est plutôt les émotions, Ouais, ça, c'est du rêve, quoi. l'exaltation. Du C'est rêve. du rêve. Ouais. Les masses, elles demandent qu'on leur vende du rêve. Elles demandent pas qu'on leur explique en Du détail la plaisir, quoi. théorie de la monnaie. Ouais, du Donc, plaisir. lui, quand il s'adresse aux masses, il ne s'adresse pas au cerveau des masses, il s'adresse au cœur des gens. Donc, il va trouver des formules chocs, des formules poétiques pour les faire rêver, pour attirer leur attention sur Bitcoin. Et il l'explique très bien dans un podcast avec Jordan Peterson. Je ne sais pas si tu l'as écouté il y a quelques années. Podcast fabuleux, absolument fascinant, parce que il est avec Jordan Peterson, qui est un personnage exceptionnel, sur un registre complètement différent de tout ce qu'il dit ailleurs, à la Ok, fois ouais. avec des financiers ou auprès du grand public. Avec Peterson, il rentre dans la psychologie, dans la culture, dans le Ah, d'accord, ouais. symbolisme, dans le rêve, dans la poésie, et dans son itinéraire personnel, son cheminement intérieur. Ouais, Et il d'accord. se livre beaucoup plus. Ok. Et là, il explique que, en fait, pour s'adresser aux masses, quand il parle de Bitcoin, se lancer dans des grandes théories abstraites ou écrire des bouquins très sérieux ne change pas grand-chose. Ce qui change, c'est trouver la bonne formule qui va impacter leur imaginaire. Et qui résume des milliers de pages de théorie en 3 mots. Euh, et c'est pour ça qu'il a ce talent. De temps en temps, il sort des formules incroyables qui fascinent tout le monde. Ouais. Mais alors, donc ça c'est très bien, c'est des métaphores en général. Les métaphores c'est très utile, mais il y a des limites, c'est que les métaphores elles peuvent aussi être erronées ou attirer des gens sur de fausses pistes, Ouais. sur de mauvaises pistes. Et moi j'ai un peu l'impression que c'est ce qui se passe quand il parle de théorie de la monnaie. Et donc si tu veux on peut regarder en détail Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est ce qu'il intéressant dit ce que là-dessus. tu dis. Est-ce que c'est du pragmatisme? À mon avis, c'est une forme de pragmatisme qui sert une ambition et un projet qui est éthique,
qui est moral, qui est en accord avec des principes qu'il cultive vraiment. Je pense que lorsqu'il s'est fait connaître des bitcoiners au début, il a largement mis en avant pas mal de points de convergence, on va dire, toute sa philosophie, son stoïcisme, son attachement à des penseurs libertariens, que ce soit de science-fiction, Robert Heinlein ou Rothbard, etc. En fait, il a démontré qu'il connaissait et qu'il adhérait. Et de mon point de vue, ça semblait très sincère à ces pensées-là, à ces diagnostics-là. Et donc, finalement, il s'est fait... il a veillé aussi, je pense que c'était volontaire, de partager tout ça pour avoir aussi bénéficier d'une reconnaissance et de l'approbation, de la validation un petit peu du noyau des bitcoiners. Il a été un peu adoubé lorsqu'il parlait de ces histoires de Cyber Hornet, là, les frelons, etc. Il avait des formules qui ont fait quand même l'unanimité. Là, déjà, le gourou était déjà en train de naître. Et je pense que, comme tu le dis, je pense qu'il est intègre, mais en même temps, il est très, très pragmatique. Oui, mais moi, je ne sais pas évaluer sa part d'intégrité, de sincérité, et sa part un peu de, je sais pas comment dire, de tactique Ouais. et de pragmatisme. Parce que, tu vois, tu as raison de dire qu'il a cité les libertariens, il cite Ayn Rand, Atlas Shrugged, il cite le bouquin de Rothbard, What Has Government Done to Our Money, etc. En même temps, quand on regarde le détail de sa théorie monétaire, en fait, il s'écarte très, très largement de la théorie rothbardienne de la monnaie. Et il ne cite pas les travaux plus techniques de Rothbard sur ces sujets. Là, il cite uniquement le petit bouquin grand public. En revanche, il y a un podcast où il parle très longuement de l'énorme pavé de Rothbard sur l'histoire des États-Unis avant l'indépendance. Conceived in Liberty. Il en parle très en détail. Il semble qu'il l'ait lu, et ou peut-être pas en entier, mais qu'il adore ce bouquin. Donc là, il est sincère. Quand il cite Ayn Rand, Atlas Shrugged, moi je pense qu'il se considère lui-même comme un héros randien. Atlas Shrugged est rempli de héros qui sont des milliardaires libertariens, individualistes, anti-totalitaires, anti-État, etc. Et probablement lui, il se voit comme ça. C'est quelqu'un qui, à ma connaissance, n'est pas marié, n'a pas d'enfant, n'a pas de famille, et il le dit, il met un peu toute sa vie dans son aventure business, et je pense qu'il veut laisser au monde un legs qui est une aventure industrielle historique utile pour la société. Mais effectivement. Et tu vois, peut-être que ce qui peut sembler être une incohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait quand il décrit Bitcoin, qui décrit la monnaie, qui s'écarte un petit peu peut-être d'une orthodoxie autrichienne, eh bien, à mon avis, c'est sincère dans le sens où je pense qu'il s'est nourri de pas mal de courants intellectuels. Je pense qu'il a profondément adhéré au courant libertarien, à la pensée randienne, etc., et que ça a participé largement à sa construction. Mais je pense qu'il ne veut pas s'identifier aujourd'hui ni à l'un ni à l'autre des courants. Et c'est ce qui semble transparaître dans l'article qu'il a rédigé et publié hier là, sur X, où il indique finalement qu'aujourd'hui, ça s'appelle, c'est au propos des 4 idéologies. Quatre courants de pensée. Voilà. Il explique que finalement l'avenir de Bitcoin sera façonné par l'interaction harmonieuse de 4 forces, quatre courants idéologiques: les maximalistes, les capitalistes, les technologistes, les fondamentalistes. Et donc nous, on l'a connu et on l'a beaucoup apprécié lorsqu'il était dans un registre fondamentaliste, où forcément, en découvrant Bitcoin, l'outil, la technologie, et pour comprendre tout l'intérêt de cet outil, il faut comprendre la custody, il faut comprendre la décentralisation, il faut comprendre l'immutabilité du registre, etc. Donc, il y a une adhésion forcément aux fondamentaux, aux principes de base pour lesquels se battent et se battront jusqu'à la mort les plus fondamentaux d'entre nous, tu vois. Mais derrière, finalement, assez rapidement, on sent qu'il prend un petit peu de distance par rapport
à une sorte d'orthodoxie en termes d'un attachement exclusif à l'UTXO, à la self-custody. Il va, je ne sais pas si c'est il y a 2 ans, il commence à faire des blagues un petit peu sur les bitcoiners qui sont des paranoïaques, machin, etc. Donc là, il reste. Alors, je pense que là, lui, il se considère encore comme maximaliste, et c'est là où peut-être il y a une distinction à faire, parce que moi, j'avais un petit peu amalgamé fondamentaliste et maximaliste. Mais en fait, lui, dans ce qu'il décrit dans l'article d'hier, il précise bien les choses. Le maximalisme Bitcoin, d'après lui, c'est la reconnaissance que Bitcoin est une percée monétaire ultime dans l'histoire de la monnaie, and there's no second best, right? Donc ça veut dire que et que c'est un outil émancipateur, un outil civilisationnel. Donc c'est une forme de maximalisme que je partage complètement aussi, mais qui se différencie un petit peu d'un attachement sans condition, inconditionnel à la self-custody et tu vois. Et donc et après il dit il va falloir trouver un équilibre entre ces différents courants, ces différentes perspectives, fondamentalisme, maximalisme, capitalisme. Alors là, il est à fond là-dedans. Aujourd'hui, il est à fond là-dedans. C'est-à-dire, son job aujourd'hui, c'est pas tant de détruire les banques, de détruire le système fiat, mais c'est d'améliorer l'ensemble du système en l'imprégnant de cette force transformatrice qu'est Bitcoin. Et donc, intégrer finalement profondément Bitcoin dans toute l'économie mondiale, et donc avec tous les risques qu'on connaît en termes de risque de levier, de Bitcoin papier, de dépendance réglementaire, etc. Et puis il y a les technologistes. Alors moi j'ai trouvé ça assez intéressant parce que je pense que ces changements finalement un petit peu de discours sont, d'après moi, pas des compromissions, pas des trahisons, sont à la fois, sans doute, des phases d'apprentissage et de contact avec différents segments de population de cet écosystème, et qu'aujourd'hui, bon, ça peut être vécu comme une trahison, mais je pense que c'est une forme de pragmatisme au service de son objectif, qui n'est pas de défaire le système, mais qui est d'injecter ce qu'il appelle le virus de rationalité. Très bel épisode de podcast avec Saifedean, un débat vraiment intéressant là-dessus. Injecter ce virus de rationalité dans le système. Oui, toi, tu as trouvé intéressant sa typologie là, des 4 courants de pensée. Moi, j'ai pas été très convaincu. J'avoue que je trouve que ces distinctions entre les 4 courants sont plutôt artificielles. Lui, il se donne un peu le beau rôle en se présentant comme celui qui va faire la synthèse entre les quatre courants. D'ailleurs, il se garde bien de citer des noms pour chacun de ces courants, parce qu'en fait, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui se reconnaissent, alors qu'il y a beaucoup d'extrémistes. On pourrait imaginer on pourrait identifier des écoles de pensée dans lesquelles des gens se reconnaîtraient. Et c'est pas le cas là. Après, sur je suis pas sûr, tu sais, parce que je suis pas sûr, tu sais, parce qu'en fait, ça fait écho aussi à une présentation qu'avait fait. Mon Dieu, comment s'appelle-t-il? Son prénom m'échappe là. Tu sais, l'italien génial qui est chez Plan B Network. Giacomo. Ouais, Giacomo Zucco. Il avait fait une super présentation où il avait utilisé, lui, un diagramme de veine avec l'intersection entre des technologistes, des capitalistes spéculateurs, et puis des idéologues épris de liberté, etc. Et donc, je pense déjà, ça, c'est plus convaincant. Ces 3 catégories sont déjà plus moi, je reconnais dans les fondamentalistes, je reconnais ceux qui sont les plus épris de liberté et donc de cette dimension-là. Et donc, tu vas trouver là-dedans sans doute les Antonopoulos, tu vas trouver
des gens comme toi, sans doute, comme moi aussi, moi je me reconnais bien là-dedans. Tu vas avoir les gens qui sont plutôt là-dedans pour la tech, et puis tu vas avoir aussi des gens qui sont plus dans une dynamique économique. Moi j'ai l'impression, si tu veux, que ces distinctions, elles sont aussi le reflet, alors pas forcément effectivement de la communauté de bitcoiners qui se retrouvent et qui échangent sur X, mais c'est le reflet en tout cas de dispositions psychologiques, de conditionnement intellectuel, de structuration de ta personnalité dont tu peux pas vraiment te détacher. Tu vois bien toi probablement dans ta propre famille ou parmi tes amis des gens que tu apprécies beaucoup, avec lesquels tu discutes régulièrement, et qui vont être justement plus ou moins, qui vont adhérer plus ou moins facilement à chacune de ces 4 catégories. Et en fait, c'est pas comme si tu avais vraiment le choix. En fait, tu as un conditionnement qui fait que ta sensibilité t'amène à t'intéresser, à voir les choses plus de ce côté-là. Donc, et je pense que lui, tu vois, nous, à titre individuel, on a de la difficulté même à convaincre nos proches, quoi. En fait, bon, bah, les gens, et c'est un peu la même chose au niveau de la société. Il y a des gens qu'on va pas changer et auxquels on va pas imposer notre logiciel, notre façon de voir Bitcoin. Et ce que Saylor, je pense, veut faire, c'est juste imprégner l'ensemble du système. Et donc, et puis aussi, sans doute, ils réalisent que, voilà, que ces différents courants vont s'approprier Bitcoin et qu'il faut que ça se fasse dans le meilleur équilibre, quoi, en fait. Ouais. Ma pensée n'est pas très claire là-dessus, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais, mais je suis d'accord avec toi quand tu dis que chacun d'entre nous, ou en tout cas parmi nos proches, les gens adhèrent plus ou moins à chacune des 4 dimensions. Euh, Et c'est pour ça que finalement délimiter ces 4 dimensions est un exercice quand même pas assez évident. Je suis pas sûr que ça grille là en 4 catégories, on s'en souvienne Ouais, on est d'accord. dans très longtemps, quoi. Bah, c'est sûr que toi, tu es dans une rigueur épistémologique, tu es dans une rigueur intellectuelle qui fait que ça te Bah, en semble fait, être un... moi, je suis dans une démarche où j'ai envie de comprendre, parce que ces sujets sont très complexes et on a besoin de guides. Et donc, j'essaie d'identifier les guides qui vont m'aider à comprendre. Et quand tu parlais de virus de la rationalité, c'est effectivement une belle expression de Saylor. Euh, il l'emploie à juste titre quand il dit que, en fait, adopter Bitcoin, c'est adopter une forme de rationalité. En revanche, quand il explique Bitcoin, il n'est pas du tout dans la rationalité, il est dans la poésie. Et donc, c'est un peu paradoxal finalement. Ça sert son objectif, qui est d'attirer un maximum de gens à Bitcoin, mais je ne crois pas qu'il essaye qu'il invite les gens à comprendre vraiment les choses. On ne se souviendra pas de lui comme un penseur qui identifie et qui définit les concepts rigoureusement, et c'est pas non plus un scientifique. C'est un ingénieur, ce qui est très différent. Mhm. Un scientifique, il va chercher des causes, enfin des lois universelles applicables en tout temps et en tout lieu pour expliquer l'apparence de chaos du réel. Euh, c'est ce que font les Autrichiens, ce sont des scientifiques. Après, on peut débattre sur la méthode à utiliser. Mais eux, ils prennent l'économie comme une démarche scientifique, comme une discipline intellectuelle qui doit s'inspirer d'une forme de démarche scientifique. Ouais. Et lui, c'est un ingénieur, et beaucoup d'ingénieurs ont un problème avec la démarche scientifique de l'économie, avec la discipline intellectuelle qu'est l'économie. Et pour moi, il y a des ingénieurs qui sont parfaitement OK avec ça, mais il y a beaucoup d'ingénieurs qui ont une approche un peu compliquée de l'économie, et je vois 2 catégories parmi eux. Il y a les ingénieurs qui pensent que l'économie, pour être rigoureuse, doit utiliser les méthodes des sciences de la nature. Et donc, ça les amène à modéliser les comportements humains, à mettre des équations et des graphiques partout. Ça, c'est un peu la dérive qu'on voit chez des gens comme Tirole, par exemple. C'est en Mhm. fait le courant dominant de l'économie actuelle qui donne une légitimité à des virtuoses des mathématiques, ce que Tirole est d'ailleurs, hein, c'est un ingénieur de Polytechnique. Et la deuxième catégorie, c'est les ingénieurs qui ne prennent pas la démarche économique au sérieux, qui disent l'économie ne peut pas être une démarche scientifique. Donc, ils vont avoir une approche poétique de l'économie. Ils vont dire, on ne cherche même pas à identifier des lois
universelle, on va utiliser des métaphores on va les calquer sur le réel. On va dire que le Bitcoin est un essaim de frelons cybernétiques. Ce qui ne veut rien dire du tout, en fait. Hein. Mais c'est une image magnifique qui va frapper l'imaginaire des gens. Et quand dans son bouquin, il reprend la théorie que moi je juge totalement farfelue de Lynn Alden sur la monnaie comme registre, c'est pareil. Lynn Alden est une ingénieure. On est là dans la métaphore. Mais en fait, ça ne veut strictement rien dire que la monnaie est un registre. Quand il recycle la valeur travail des économistes classiques, Ricardo, Smith, Marx, et qu'il l'applique à Bitcoin en disant que Bitcoin permet de stocker de l'énergie économique, ça ne veut rien dire du tout. C'est une métaphore. Il essaye pas d'expliquer ce que c'est vraiment que Bitcoin quand il fait ça. Il essaye simplement de vendre du rêve. Et donc, c'est tout à fait légitime dans sa démarche. Hein. Mais moi, ça me parle pas trop. Je vois quand même des risques. Moi, je nuancerais un petit peu le propos dans le sens où bon, il n'est pas là juste pour vendre du rêve. Je pense il est là pour partager un enthousiasme, un intérêt, susciter de l'intérêt pour ce qu'il considère être une révolution majeure en matière monétaire. Il s'appuie sur un imaginaire, il va puiser dans un imaginaire qu'il a bien travaillé, qui est celui finalement des révolutions scientifiques. Voilà, il a bossé sur Kuhn, sur tout ça lorsqu'il était au MIT. Et il a une culture tellement vaste finalement qu'il trouve des images super appropriées, que ce soit dans la préhistoire ou dans Marvel Heroes, pour nous raconter effectivement des trucs qui fascinent l'enfant qui sommeille en nous. Et qui peut nous amener, qui va toucher les gens qui pourront ensuite faire un véritable travail d'apprentissage de ce qu'est Bitcoin réellement, pas juste dans les rêves, mais dans la réalité. À mon avis, il ne cherche pas à embrouiller. Il cherche quand même à décrire à travers des analogies des principes, des phénomènes qui sont à l'œuvre dans Bitcoin, soit dans la technique, soit aussi dans les jeux entre les parties prenantes sans lesquels il ne fonctionne pas. Et les frelons cybernétiques, c'est justement la bande des irréductibles qui sont attachés à la protection des fondamentaux du protocole, etc. Donc ça existe. Et puis par rapport à ce qui est justement là, pour revenir à la théorie de la monnaie, il faut accepter que toi, tu es effectivement un ardent défenseur d'une théorie de la monnaie basée, il me semble, sur la monnaie marchandise. Et donc, tu t'opposes peut-être en partie ou en totalité à l'idée que ça puisse coexister avec l'idée de la monnaie registre. Mais bon, il y a différents points de vue. Il y a différents points de vue en la matière. Oui, il y a différents points de vue. Et en fait, tous ne sont pas justes. C'est pas possible. Certains sont justes et d'autres sont erronés. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir lesquels permettent de mieux comprendre le réel. Parce qu'encore une fois, moi, je suis dans une démarche d'essayer de comprendre les choses. Pas d'inciter les gens à acheter sans comprendre, tu vois. Mais moi, tu vois, je me nourris autant de tout ce que tu nous expliques sur la monnaie, et tu fais un travail absolument fabuleux en la matière, et c'est grâce à toi, je pense vraiment que j'ai cet intérêt, même une affection pour le sujet, parce que ça me relie à mes ancêtres, et je trouve ça me relie à l'humanité. Je trouve ça tellement magnifique comme invention, la monnaie. Voilà. Et c'est grâce vraiment à des gens comme toi. Mais tu vois, l'approche de Lynn Alden que reprend Saylor, mais pas uniquement. En fait, il semblerait qu'il y ait encore un débat sur véritablement comment la monnaie est née. Tout à fait, il y a un débat. Est-ce qu'il n'y a pas eu coexistence entre des registres qui ont pu avoir, tu vois, peut-être à très petite échelle, dans une famille étendue, une petite tribu, c'est cette fameuse idée de registre, de dette et de faveur. On peut imaginer qu'elle a existé, puisqu'elle existe toujours plus ou moins dans des petits groupes. Ouais. Donc oui, il y a un débat, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est d'entrer dans ce débat et de prendre position.
tout le monde n'a pas raison en même temps. C'est pas possible. Oui, mais justement, lui, son job, et il l'explique bien, son job, c'est pas d'apporter une solution scientifique au problème de la monnaie et d'expliquer ce qu'est Bitcoin dans son texte. Exactement, c'est pour ça que je dis que c'est pas un scientifique ni un penseur. Mais en revanche, il affirme des choses. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder si ce qu'il affirme est correct ou pas. Il y a des choses, je pense que parfois, il se soucie peu d'avoir raison ou pas. Il sort une belle métaphore, il sort la première image qui lui passe par la tête et il la tweet. Voilà. Et donc, c'est efficace ou non. En revanche, quand il affirme de manière répétée des choses, c'est qu'il y croit. Ouais. Je peux pas croire que ce soit un charlot. Il a aussi des convictions. Et donc, quand il dit dans le bouquin, là, trop de gens ne s'intéressent pas à ce qu'est la monnaie, ne se demandent pas ce qu'est la monnaie, et moi je vous propose ma vision de ce qu'est la monnaie. Regardons sa vision de la monnaie. Qu'est-ce qu'il dit là-dessus ? Effectivement. Comment il propose de répondre à cette question ? Effectivement, là je pense qu'effectivement il y a un point intéressant dans le sens où, et j'en parlais avec Sébastien Gouspillou il y a quelques jours, qui soulignait les propos insensés de Saylor sur des aspects de minage. En fait, à plusieurs reprises, il a soit dit, soit écrit des choses qui étaient assez farfelues à propos du minage. Alors, moi, je parlais pas du minage, là, je pensais au chapitre 6, la monnaie comme énergie effectivement, économique. il dit donc, partant du principe que vous allez travailler 80 000 heures pour gagner de l'argent au cours de votre vie, vous devriez sans doute en consacrer 100 à apprendre comment le conserver. Et là, il te délivre sa propre vision du truc, dont toi, tu considères qu'elle est peut-être à la fois simpliste et en tout cas erronée. Et moi, je suis assez d'accord avec toi. Il partage un cadre explicatif qui est en plus là c'est condensé par Anil, mais de toute façon je pense pas qu'il y ait un souci de profonde exactitude historique, scientifique, etc. Et en fait lui, j'ai l'impression que ce qu'il recherche c'est à faire une distinction qui n'a peut-être pas autant, une distinction forte entre store of value, donc réserve de valeur, et moyen d'échange. Et en fait j'ai l'impression que tout son travail en matière d'éducation monétaire a pour objectif de faire une distinction énorme là-dedans, parce qu'en fait, peut-être qu'en toile de fond, il sait qu'il ne va pas s'attaquer au dollar. Il sait que lui, son job, finalement, en tant que pragmatique, ça va être d'essayer d'imprégner le système sans faire une révolution, sans tout casser. Il ne veut pas, en tout cas, dans sa stratégie de cheval de Troie, il ne veut pas désigner le dollar ou les bons du Trésor américain comme les ennemis. Il veut s'attaquer à l'or et à l'immobilier comme réserve de valeur qui bénéficie d'une prime monétaire qui n'aura plus lieu d'être bientôt. Et donc, il se soucie bien en fait, il veille à présenter Bitcoin comme actif réserve de valeur. Ce qui effectivement va générer beaucoup de réactions et de colère de la part des bitcoiners qui sont attachés à l'usage de Bitcoin comme monnaie aussi moyen d'échange, quoi. Et donc, c'est là où finalement le fait d'avoir accès à des gens comme toi qui proposent des théories beaucoup plus cohérentes et larges de la monnaie, moi, je ne propose aucune théorie. Hein. Moi, je m'inspire d'immenses penseurs qui ont proposé des théories. Non, mais de vulgariser les gens qui t'ont précédé, effectivement, oui. Ouais. Mais tu vois, au début du chapitre 6, il dit « Qu'est-ce que la monnaie ?» Il dit « Beaucoup d'individus atteignent l'âge mûr sans jamais s'être posé la question « Qu'est-ce que l'argent ? Qu'est-ce que la monnaie ?» Donc moi, au passage, je pense que la bonne traduction, c'est monnaie, hein, pas argent, comme je l'ai dit déjà. Donc il dit « L'argent est la forme la plus élevée d'énergie que nous puissions canaliser, l'énergie économique. » Donc là, c'est une tentative de définition. L'argent, c'est la forme la plus élevée d'énergie que nous puissions canaliser, l'énergie économique. Et ensuite, deux paragraphes plus loin, il dit « Tout le défi consiste à trouver un moyen fiable de stocker cette énergie économique. » Donc rien que là, il y a un problème. Parce que dans la première phrase, il dit « L'argent, la monnaie est de l'énergie économique ». Et dans la deuxième, il suggère la monnaie est un moyen de stocker l'énergie économique. Donc c'est pas la même chose déjà. Ouais. Est-ce que c'est de l'énergie économique ou est-ce que c'est un moyen de stocker l'énergie économique ? Oui. Première chose. Deuxième chose, qu'est-ce que l'énergie économique ?
est-ce qu'il y a un seul endroit dans le bouquin où il propose de définir ce concept que personne d'autre que lui n'utilise? À ma connaissance, il n'essaye jamais de définir ce concept, l'énergie économique. Et pour moi, je ne vois pas ce que ça veut dire, l'énergie économique. Non, mais on est d'accord. Il utilise très souvent, ce concept. On est d'accord que si tu veux... En revanche, il n'utilise jamais le concept de valeur, qui est le concept clé en théorie économique, qui suscite des débats énormes. Et donc, à mon avis, pour lui, l'énergie économique, c'est plutôt la valeur. Mais il ne le dit pas. Mais je pense que... Je sais même pas, si tu veux, si effectivement il se prend la tête, ou il se soucie. Il n'a pas ce souci d'exactitude conceptuelle, et donc il n'a pas cette rigueur scientifique. À mon avis, il a une rigueur d'ingénieur sur pas mal de choses et dans la manière dont il gère son business. Mais finalement, lui, ce qui lui importe, c'est de communiquer une idée. Et donc, effectivement, il va dire, il a fallu des millions d'années pour les mammifères à développer des cellules adipeuses pour stocker du glycogène, de l'énergie chimique, on va dire. Les hommes, il leur a fallu des centaines, des milliers d'années pour faire évoluer la monnaie qui leur permet de stocker le fruit de leur travail. Et voilà, il dit le problème, c'est que ces outils qu'on a développés, ils sont défaillants, et il nous faut trouver une monnaie qui, au même titre que nos tissus adipeux, conserve bien l'énergie, qui la stocke sans avoir de fuite. Et après, il part sur l'histoire de batteries et tout. Il a plein d'analogies. Voilà. Tu parlerais à Bastien Destock de l'énergie numérique. Bon, il y a plein de gens qui ont du mal avec les concepts qu'il utilise, qui sont pas rigoureux, qui sont probablement inexacts, mais qui effectivement mettent en mouvement un imaginaire probablement d'enfant. Hein, c'est pas l'adulte le plus rationnel auquel il s'adresse. Mais il communique quand même quelque chose. Il communique, je pense, bien les transformations. Je sais pas. Tu vois, chapitre 22, on peut comprendre Bitcoin principalement de 3 manières, comme propriété numérique, capital numérique, énergie numérique. Alors que chapitre 6, il parle d'énergie économique. Et propriété numérique, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Capital numérique... La propriété numérique, c'est l'actif numérique au porteur, l'actif au porteur numérique. Donc c'est une propriété dans le sens où c'est la seule information digitale que tu ne peux pas copier-coller à ton voisin. Donc tu en as la propriété, c'est ça qui veut dire. Ces propriétés, dans quel sens? Parce que propriété, c'est t'es le seul à pouvoir l'envoyer. T'es le seul tant que c'est toi, tant que t'es le seul à posséder ta clé privée. Ouais, pour moi, c'est l'actif au porteur numérique, c'est ça qu'il veut dire. Mais effectivement, il a des formules qui sont... Quand il dit capital numérique, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas s'il essaie de le définir quelque part. Moi, le capital numérique, si après, il l'exprime bien, ça devient assez concret lorsqu'il fait cette comparaison entre le bien immobilier et puis Bitcoin, où en fait, à travers le bien immobilier, il présente toute la physicalité, ou c'est toute la nature physique, la matérialité de cet actif, mais ça pourrait être autre chose, hein, ça pourrait être une œuvre d'art, et il montre que Bitcoin actif numérique existe. Alors lui, il a ses formules dans le cyberespace, machin et tout, mais moi je trouve ça, en fait, il communique le truc, il communique bien l'idée. Je pense que ça manque d'exactitude, etc. Mais peut-être que le travail qu'il ferait pour aboutir à vraiment une exactitude au niveau de la terminologie, peut-être que ça se ferait aux dépens de la cible, en fait, de son... Des gens qui sont capables... Il perdrait en poésie, c'est sûr. Il perdrait en impact en termes de gens qui sont capables de sentir, de comprendre un petit peu. Il perdrait en impact parce que beaucoup de gens ne cherchent pas l'exactitude, mais cherchent plutôt l'émotion. Et quand il parle d'énergie numérique, après avoir parlé d'énergie économique, c'est pareil. Énergie numérique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Rien. Et en fait, là, je pense que ce qui veut dire que c'est une preuve de travail. En fait, c'est une preuve de travail. Bitcoin, un UTXO porte en lui une preuve de travail, donc une preuve de dépense énergétique, quoi. Tu vois.
Mais c'est Bah, pas il essaie de le définir dans le chapitre 21, énergie numérique, hein, c'est le titre du chapitre. Satoshi a fait la découverte de l'énergie numérique, une forme d'énergie que l'on peut programmer sur un ordinateur et canaliser à travers le temps et l'espace. De l'énergie qu'on peut programmer sur un ordinateur et canaliser à travers le temps et l'espace. Ça signifie que je peux maintenant m'emparer d'un milliard de dollars, d'un truc de valeur, le déplacer entre New York et Tokyo 40 fois par seconde, ou le conserver 1000 ans dans le cyberespace sans crainte de dilution ou de Non, mais c'est comme une dégradation. pièce d'or. Une pièce d'or. Toi, une pièce d'or, eh bien, elle porte en elle finalement une énergie qui a été consacrée pour l'extraire, pour ensuite Voilà, la frapper. Et, ouais. et c'est une énergie qui n'a pas été consacrée à creuser un trou et à le reboucher. Elle a été consacrée à aller chercher ce qu'il y a de plus rare, en fait, ce qui réunit les caractéristiques d'une bonne monnaie. Donc, on pourrait Voilà. dire Mais en qu'une... fait, ça, justement, je pense qu'il se trompe. C'est erroné. C'est la valeur travail de Ricardo, Smith et Marx. Non, mais Une pièce d'or, croire non, qu'une non, parce pièce que d'or. lui, il apporte la même distinction. Il dit en fait, c'est pas juste de l'énergie, c'est une Mhm. énergie qui a été cryptée. Tu vois, c'est une énergie qui a été l'énergie seule, effectivement, elle vaut rien. Et c'est ce qu'il explique quand il parle des scénarios d'attaque par les États. C'est qu'il s'agit pas juste de réunir de l'énergie. Il s'agit de réunir l'énergie, puis la puissance de calcul, injectée dans les processeurs qui font tel et tel calcul. Tu vois ce que je veux Oui, dire? mais non, mais c'est exactement ce que je dis. C'est-à-dire que et ton analogie avec la pièce d'or est correcte. C'est-à-dire que si on considère que la valeur de la pièce d'or vient de la quantité de travail et qui a été nécessaire pour l'extraire, c'est le concept de valeur travail. Mhm. On peut transposer ce raisonnement à Bitcoin en disant que la valeur du Bitcoin vient notamment de la quantité de travail, c'est la preuve de travail, qui a été nécessaire pour l'extraire, pour l'inclure dans un bloc. Bon, eh ben, cette théorie est erronée. Elle est erronée. Elle a un siècle de retard. Elle est trompeuse. Et Saylor contribue à perpétuer cette théorie qui est fausse. Non, mais je suis en désaccord avec toi là, puisque finalement, dans les deux cas, si tu dis qu'il y a de l'énergie qui est dépensée, mais qu'elle n'est pas dépensée débilement à creuser un trou, à le reboucher, mais à aller chercher le métal précieux qui réunit les caractéristiques dont on sait qu'il va en faire une bonne monnaie d'une part, et que de l'autre, l'énergie que tu dépenses en le minant, c'est pas de l'énergie brute, c'est de l'énergie qui va être ensuite qui va permettre de faire des calculs bien précis. Bon, bah là, tu sors tu es sur une théorie qui tient davantage la route. Et moi, il y avait un truc sur lequel je voulais rebondir, justement. Tu vois, je loue vraiment et j'ai considérablement bénéficié. Et de toute façon, j'ai pas la capacité de tout piger, mais le peu que j'ai pigé, si tu veux, de la théorie autrichienne de la monnaie, de tout ce que vous partagez les uns et les autres là-dessus, ça m'a vraiment beaucoup enrichi et je suis super content d'avoir trouvé une école d'économie qui met la subjectivité de l'homme au centre du jeu et qui a une approche assez sophistiquée et ancrée dans le réel de ce point de vue sur l'économie et sur la monnaie. Mais tu vois, par exemple, je me garde bien de prendre cette science comme l'ultime explication de ce qu'est la monnaie et l'économie, parce que je reste gêné par notamment cette focalisation ou cette idée que voilà, toute action humaine est rationnelle. Là, récemment, il y avait justement eu un échange assez riche, me semble-t-il, entre Ulrich et puis une personne dont le nom m'échappe, mais qui était plutôt branchée IA, etc., mais qui avait un solide bagage en économie et qui exprimait, comme je le pense, qu'en fait, une très large proportion, une très large portion de nos comportements ne sont pas rationnels. Et a fortiori dans la population, il y a beaucoup de comportements qui sont conditionnés, qui sont pratiquement automatiques. Et ça, tu te rends compte. Je veux dire, quand tu conduis ta voiture,
Ça t'arrive tout le temps de dire, mais putain, t'es en automatique. En fait, quand tu conduis ta voiture, tu fais pratiquement 95% d'automatique. Tout se fait tout seul. Si tu es attentif à ça, tu vas voir que ton corps, tout se fait tout seul. Et je pense, si tu veux, donc, il y a, il y a d'autres réalités à prendre en compte. Donc, ok, ça fait 56 minutes qu'on parle. Commençons un petit débat sur la rationalité humaine. On prend 1 heure de plus. L'école autrichienne ne nie pas du tout ce que tu viens de dire. Elle ne prétend pas que les gens sont intelligents et ont l'information parfaite et l'utilisent correctement. C'est pas ça la théorie de la rationalité des Autrichiens. La rationalité, c'est un terme extrêmement ambivalent. Et chacun a en tête des définitions différentes et donc est persuadé que l'autre se trompe. Simplement, l'autre n'a pas la même définition. Qu'est-ce qu'une action rationnelle pour les Autrichiens? Ils disent l'action est par définition rationnelle parce que l'action, c'est la capacité à se fixer des objectifs et à sélectionner des moyens pour réaliser ces objectifs. Et en général, le choix de ces objectifs se fait dans une volonté plus ou moins consciente d'améliorer sa situation personnelle. C'est ça la définition de l'action humaine. Et donc l'action est rationnelle uniquement dans ce sens-là, chez les Autrichiens, uniquement dans ce sens-là. Donc déjà, ça veut dire qu'on élimine de toute cette sphère tout ce qui est réflexe. Ce que tu décrivais dans la conduite de la voiture, ça relève du réflexe. Ouais. Ensuite, on élimine de ce champ tout ce qui est fonctionnement automatique du corps. La digestion, le fait de saliver, le fait de cligner des yeux, ce ne sont pas des actions. Oui, donc, mais tu vois, évidemment, ce ne sont pas des choses rationnelles. En fait, je trouve que cette analyse, je la trouve peu convaincante dans le sens où il y a tellement de choses dans nos comportements qui sont... Il y a beaucoup de mimétisme. Il y a énormément de mimétisme, mais totalement inconscient, quoi. Mais évidemment, cette théorie ne prétend pas qu'il n'existe pas de déterminisme. Sinon, ce serait infantile de prétendre ça. Ce serait ridicule. Donc, l'action humaine, le livre de Mises qui fait 1000 pages, les 150 premières pages sont consacrées à l'explication de ce concept de l'action humaine et de la rationalité. Donc, il décrit en détail ce que ça veut dire, et évidemment, il ne prétend pas qu'il n'y a pas de déterminisme historique, socio, culturel, psychologique. Évidemment. Mises a grandi à l'époque de Freud à Vienne. Et il était fasciné par la psychologie. Également pour Hayek, qui a même hésité à devenir psychologue et qui a écrit un livre de psychologie. Ces gens étaient des génies et ils comprenaient ces choses bien mieux que toi et moi. Et donc, ils ont pris en compte la part de déterminisme dans la vie humaine, dans leur théorie. S'ils ne l'avaient pas fait, mais ça ne mériterait pas qu'on accorde 5 minutes d'attention à ces penseurs. Tout leur édifice s'écroulerait. On est d'accord là-dessus. Ouais. Je t'avoue, je pense que j'ai effectivement, à mon niveau, une difficulté à vraiment... avec cet aspect-là, finalement, je sais pas, quelque part, si tu veux, autant je vois un apport. Moi, je ne suis pas nécessairement très sophistiqué intellectuellement, mais ce que je sens, c'est que ça m'a beaucoup apporté, et je sens que c'est beaucoup plus riche que tout ce que j'ai pu découvrir en matière d'économie, si tu veux. Ça me paraît beaucoup plus ancré dans le réel, de partir de ces rapports entre individus avec leur propre subjectivité, plutôt que de modéliser une économie sur la base de groupes où on nie en fait l'individualité de chacun et le fait que c'est l'individu qui a accès à la véritable information. Bref, tout ce genre de choses que vous expliquez très bien. Mais malgré tout, j'ai l'impression que c'est une pensée, en tout cas cette pensée, intuitivement, je la trouve assez sèche et finalement, je la trouve je la trouve étonnamment privée de vie. Et donc, pour moi... Qu'est-ce que tu appelles privé de vie dans une pensée? Je sais pas, justement. C'est de l'ordre, c'est tout à fait... Tu sais pas, mais tu emploies cette expression, donc tu dois lui accorder un sens. Qu'est-ce que tu entends par là? C'est-à-dire que je vois, si tu veux, parmi ces défenseurs les plus ardents, une volonté finalement
d'imposer ou de démontrer à tout prix la supériorité absolue de ce modèle. Quel modèle? Non, mais le modèle scientifique, économique dont on parle là. Bah, il s'agit effectivement de comprendre le réel. Donc c'est pas de la poésie, c'est de la science. Ouais, Donc, et si tu veux... dans la science, on peut dire qu'il n'y a pas de vie dans la science. Mais l'objectif de la science, c'est de comprendre la vie. Non, mais ce que je veux juste dire, c'est que je trouve ça assez limitant de vouloir... voilà, pour moi, si tu veux, il y a un gap entre... De toute façon, ça reste une carte pour expliquer le territoire. Je pense que le territoire est beaucoup plus vaste que ne peut le décrire cette science, ce modèle scientifique. Je pense que les gens qui sont à l'origine de cette science, de ce modèle, aussi inspirés et géniaux soient-ils, eh bien, ils ont exprimé leurs idées dans un contexte qui était le leur, et depuis la science a évolué et continue d'évoluer. Je pense que donc leur carte, qui est certainement une carte très pertinente pour décrire le réel, ne l'embrasse pas. Et je pense que, en l'occurrence, si tu veux, même si elle a réussi à apporter beaucoup à la science économique en mettant l'individu au centre, et donc effectivement la vie et l'individu totalement différencié avec toute sa richesse subjective, et donc de ce point de vue-là, ça apporte beaucoup de vie à l'économie, ça je suis complètement d'accord, c'est probablement la science économique la plus vivante qui soit, complètement d'accord, mais par contre, ça reste un modèle, une carte qui, dans son ambition totalisante et parfois finalement d'expliquer tout, à mon avis, a tendance à s'assécher, puisqu'elle ne prend pas en compte aussi, à mon avis, à la hauteur requise, toute cette vie qui n'est pas rationnelle. Et donc, tu m'as dit... Quelle partie de la vie qui n'est pas rationnelle? Justement, ce que tu m'as dit, dans les 150 premières pages du bouquin, il explique ce que c'est la rationalité, qu'il y a la digestion, qu'il y a des trucs qui sont de l'ordre du réflexe, donc il le prend bien en compte. Oui, donc mais il le dit, mais moi, je le retrouve justement, pas. Il le dit pour expliquer que lui, son objectif, c'est de comprendre, d'expliquer ce qui est explicable avec les outils de l'analyse économique. Il ne prétend pas expliquer l'entièreté de la vie humaine. Ce que je veux dire, pour revenir à notre sujet, pour revenir à notre sujet, avec ta lecture de l'économie, tu vas sans doute avoir un point de vue éclairé sur ce qui est bon pour Bitcoin et sur la manière dont, idéalement, il faudrait qu'il puisse s'exprimer dans le monde, et donc peut-être la manière dont il faudrait... orienter son adoption dans le système fiat ou à côté du système fiat, où il y a sans doute, si tu veux, une analyse en partant de ces axiomes, etc., et de cette pensée rationnelle qui vont te conduire à des préconisations sur, voilà, ce serait souhaitable que ça se passe comme ça, parce que bon. Sauf que dans la vraie réalité, les gens, ils ont des modèles, soit ils sont subrationnels, c'est-à-dire qu'ils ont une rationalisation du monde, mais en fait, ils n'ont pas une rationalité dont ils sont véritablement à l'origine, et ils sont finalement pas mal guidés par des masses. Soit ils ont accès à une rationalité et ils vont avoir différents modèles, différentes programmations en tête. Bon, de toute façon, tu vas jamais pouvoir... tu vois, tu as beau avoir une confiance extrême dans ton propre modèle, et dans sa supériorité analytique et dans le bien qu'elle peut apporter à l'humanité, de toute façon, tu as des milliards d'habitants qui ont des logiciels complètement différents dans la tête, et donc, comme on le disait tout à l'heure, ils vont raisonner sur telle ou telle dimension de Bitcoin, etc. Probablement que le pragmatisme t'impose, et c'est peut-être encore plus difficile, et c'est peut-être une science en soi, je ne sais pas, de prendre en compte ces différentes perspectives pour améliorer le monde, plutôt que de chercher à imposer une vue qui, de toute façon, va donner lieu à des résistances qui sont autant politiques qu'économiques, qu'idéologiques, que... Tu vois ce que je veux dire ?
Non, je vois pas du tout ce que tu veux Ah dire. mince. Je cherche pas à imposer une vue, je cherche à trouver la grille de compréhension du monde la plus pertinente pour vivre dans le monde et pour améliorer le monde. Et quand Saylor ressort la vieille théorie de la valeur travail sur Bitcoin, je pense qu'il se trompe et que ça va pas contribuer à améliorer les choses parce que ça donne une vision qui est fausse aux gens de ce que c'est que la monnaie. La monnaie n'a de valeur que si autrui pense que la monnaie que je vais lui donner pourra lui être bénéfique en fonction de sa propre perception subjective de la situation. Et cette perception subjective, elle dépend de quelques critères objectifs. Est-ce que cette monnaie est rare ou pas? Est-ce qu'elle est divisible, homogène? Est-ce qu'elle remplit certaines qualités? Les gens n'y réfléchissent pas, mais ils ont intégré, avec des millénaires d'expérimentation humaine, ils ont intégré ces vérités en eux. Et le rôle du scientifique, c'est pas d'imposer une vision du monde, c'est d'identifier ces mécanismes et de comprendre d'où ils viennent, comment ils ont émergé, comment ils fonctionnent, pour éviter de produire des erreurs. Tu vois, est-ce que on peut rendre la société plus riche si la banque centrale va autoriser les banques à créer des milliards de dollars de crédit ou pas? Ben, pour répondre à cette question, il faut savoir ce que c'est que la monnaie, savoir ce que c'est que le crédit, savoir ce que c'est qu'une banque. Il faut définir ces choses. C'est pas de la poésie. Si on veut qu'un pont tienne et ne s'écroule pas, il faut avoir identifié les lois universelles de la gravité et le fait que tel matériau résiste ou pas. Il faut avoir fait de la science en amont. Et donc, il faut que les ingénieurs aient intégré les acquis de la science. Michael Saylor, c'est un ingénieur qui intègre les acquis de la science en matière d'informatique, mais il ne le fait pas en matière de monnaie, parce qu'il fait partie de ces ingénieurs qui pensent qu'il y a on peut s'en passer. J'ai pas cette Tu impression vois. du tout. J'ai l'impression, si tu veux, par contre, ce que je reconnais, si tu veux, qu'il utilise des formules qui sont tout à fait simplificatrices et qui ont avant tout, sans doute, des visées d'impact émotionnel ou de transmettre une image qui frappe, mais qu'elles ne se suffisent pas elles-mêmes. Je pense que si tu écoutes l'ensemble de ce qu'il a transmis, il n'est pas du tout sur une valeur travail de la monnaie, puisqu'il Mais si, il passe t'explique. son temps à répéter que le Bitcoin, ça permet de stocker de l'énergie. Oui, mais il C'est la va valeur rappeler travail. aussi, il a rappelé les caractéristiques, hein. Je pense que l'évolution de la monnaie, tout ça, au début, il passe par, il explique que c'est pas juste de l'énergie. Il parle aussi du fait que cette énergie, il faut qu'elle passe dans les ASICs, qu'il y a tout un Oui, travail de la protocole. valeur travail, la preuve de travail. Voilà. Bon, donc Voilà, si, il parle de la preuve de travail et il en déduit que la Bitcoin permet de stocker de l'énergie ou du travail, ce que tu veux. C'est la valeur travail. est-ce qu'il Et c'est faux, parle, c'est erroné. est-ce qu'il C'est revient, pas juste une belle formule poétique, c'est carrément une théorie qui est erronée, tu vois. Ok, C'est ouais, quand même non, c'est là. problématique. Bonne question. Est-ce qu'il fait ce travail de pédagogie sur la rareté, la fongibilité, la divisibilité, Il aborde euh, ces sujets par touches successives, tu vois, parce qu'il a quand même identifié ces choses. ouais. Il est extrêmement... il a étudié, il est extrêmement intelligent, il a bien identifié ces aspects, mais il les intègre pas d'une manière Ah, je comprends, ouais, ouais. ordonnée et systématique rigoureuse. Et en fait, c'est pas son projet, c'est pas son sujet. Mhm. Son sujet, c'est de parler, comme je l'ai dit au début, à l'imaginaire et aux émotions. Donc moi, j'ai pas de problème avec ça tant que ça ne nous oriente pas sur de mauvaises pistes. Et quand il insiste sur la valeur travail, c'est une mauvaise piste pour moi. Parce que les conséquences peuvent être problématiques si vraiment on prend cette théorie au sérieux. Donc moi, je trouverais dommage que certaines personnes se laissent convaincre sans s'en rendre compte par cette vision qui est erronée, qui a 2 siècles de retard en fait, hein, quand même. Euh, Quand tu disais que certains économistes autrichiens ont eu des modèles liés à leur point de vue, à leur époque et tout, c'est vrai, bien sûr. Mais tu vois, dans le cas de Saylor, eh ben, il est prisonnier d'une vision encore plus ancienne que les Autrichiens. C'est quand même dommage. Bah, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'a pas du tout cette ambition de
d'une éducation formelle, scientifique, etc. Après, je me demande, c'est intéressant ce que tu me dis, parce que j'avais pas finalement reconnu ça. J'avais l'impression, si tu veux, qu'en communiquant beaucoup effectivement sur cette monnaie énergie, avec en toile de fond l'idée il y a 21 millions, que c'est fongible. Alors, il parle pas trop de fongibilité, il parle pas mal, il aborde la question de la divisibilité quand il parle du streaming, en fait, de toutes les applications. Euh, En toile de fond, il y a un petit peu des caractéristiques importantes pour une monnaie saine, mais c'est vrai que c'est jamais énoncé de manière claire comme il le faudrait sans doute, sachant qu'il touche beaucoup de monde et que c'est souhaitable Hmm. mais bon, il Mais parle tu vois, tu as raison. suffisamment. Il parle de monnaie saine, donc ça c'est bien. Il parle de sound money, et ça, effectivement, il s'inspire de l'école autrichienne. Mais le problème, c'est que il est complètement à côté de la plaque quand il essaye de préciser ce qu'il entend par monnaie saine. Parce que c'est l'objet du chapitre 9, le modèle idéal de monnaie. Ouais, Et il dit, ouais. qu'est-ce que le modèle de monnaie idéale? C'est un registre qui est partagé, immuable et correct. Et donc là encore, il s'inspire de Lynn Alden. Je ne sais pas si c'est Lynn Alden qui a inventé cette théorie de la monnaie registre, hein, d'ailleurs, mais en tout cas, elle en parle au début de son bouquin Broken Money. Et là, voilà, il dit la monnaie idéale a un registre partagé, immuable et correct. Mais non, non, ça veut rien dire. Euh, c'est pas ça la monnaie idéale. C'est pas ça. Euh, la monnaie n'est pas un registre. Lynn Alden, au début de son bouquin, elle prétend combiner deux théories qui ne sont pas compatibles. La théorie d'Alfred Innes Mitchell, début du XXe siècle, sur la théorie du crédit. La monnaie est intrinsèquement du crédit, même une pièce d'or, c'est du crédit. Même sans réserve fractionnaire, la monnaie est du crédit. Et la deuxième théorie, c'est la théorie, la monnaie marchandise. La théorie autrichienne, la monnaie est née comme une marchandise, et ce qui n'a pas empêché que des registres puissent être établis C'est ça, très tôt dans l'histoire de l'humanité pour comptabiliser des dettes entre les gens. c'est ça. Mais les Autrichiens disent, on se trompe si on pense que ces registres étaient de la monnaie. C'est une confusion conceptuelle. Et cette confusion est problématique. Et donc, Lynn Alden dit, voilà, il y a ces deux théories, et moi, Lynn Alden, je vais faire une synthèse entre ces deux théories, et je vais proposer la théorie de la monnaie registre. Mais le problème, c'est que, là encore, elle ne fait pas d'effort, elle évacue ce sujet en 2 paragraphes dans son bouquin. C'est pas sérieux. Le reste de son bouquin est génial. Mais là, c'est vraiment ridicule. Et d'ailleurs, Seyfeddin Amous s'est pas privé de lui faire remarquer dans un podcast avec elle. Hein. Il l'a fait gentiment et poliment, mais il lui a bien fait comprendre que ça tenait pas la route et que c'était pas digne de quelqu'un de sérieux. Et là, on voit Saylor qui recycle cette théorie, mais c'est dommage. Parce que, et en plus, je vois même pas en quoi ça fait rêver. Quand il parle de registre partagé, immuable et correct, il s'éloigne de son propre objectif qui est de faire rêver. Non, mais attends, Bitcoin, c'est quand même un registre partagé, immuable. Non. Oui, mais là, il Bon. décrit Bitcoin. Il décrit pas le modèle idéal de monnaie. Et Bitcoin n'est pas encore une monnaie. Et là encore, il faut savoir ce qu'est une monnaie. Et comme il fait pas l'effort de définir précisément ce qu'est une monnaie, il peut se permettre de dire que Bitcoin est une monnaie. Mais une monnaie, c'est un moyen d'échange généralement accepté et C'est un communément bien utilisé. monétaire, effectivement, à accepter, et finalement, dont le transport, ou pour des raisons pratiques, on va aussi mettre en place des registres pour mesurer Voilà. les... Voilà. Et en fait, une monnaie idéale, c'est pas du tout un registre partagé, immuable ou correct. Ou en tout cas, si on prétend ça, il faudrait l'expliquer. Mais t'as vu, le chapitre 9, il fait une demi-page. Donc c'est comme un peu, c'est un peu léger. Euh, Voilà, après, c'est ça, un peu c'est... court, jeune homme. On pourrait dire bien des choses en somme Non, mais sur, après, c'est sur sûr que la là, monnaie idéale. ça, après, bon, il y a un travail, il y a aussi le travail de compilation d'Anil. Bon, il avait quand même l'embarras du choix. Alors Je... ouais, c'était courageux parce que Saylor est quelqu'un de très très bavard. En fait, dans ses podcasts, il y a une logorée verbale. Il peut parler une demi-heure sans s'arrêter. Et donc, on pourrait écrire des milliers de pages avec les podcasts de Saylor. Ouais, Donc, ouais. Anil a fait quelque chose d'assez courageux en essayant de synthétiser effectivement la pensée de Saylor.
Est-ce que c'est un livre, malgré les défauts que tu as pu évoquer, est-ce que c'est un livre qui, de ton point de vue, mérite tout de même d'être parcouru, d'être acheté, offert? Voilà, quel intérêt tu lui trouves, ce livre? Bah écoute, je suis un peu embarrassé pour te répondre, hein. Ça dépend de là où on en est dans son processus de découverte de Bitcoin. Disons que pour quelqu'un qui n'y connaît vraiment rien, qui n'a pas trop de temps, c'est peut-être un bon point d'entrée pour s'intéresser à la monnaie et pour découvrir que c'est un sujet fascinant et qui peut avoir quelque chose d'exaltant. Donc à ce moment-là, oui. En revanche, il ne faut pas chercher dans ce bouquin des explications sur comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est vraiment. Donc, de ce point de vue-là, c'est bien parce qu'il donne des conseils de lecture à la fin. Moi, je Donc, si trouve ça ça peut quand orienter même. les gens ensuite vers d'autres choses, c'est bien. Ouais, alors effectivement, je pense qu'on doit pouvoir être assez critique sur la partie monnaie, où bah, ça aurait été pas mal d'avoir quelques petits chapitres un petit peu plus, avec plus de recherche, d'exactitude scientifique, on va dire. Ouais, voilà, la Mais partie monnaie est légère. En revanche, la cinquième partie sur Bitcoin, elle est géniale. sur l'inflation, c'est quand même pas mal. Sur l'inflation, c'est pas mal parce qu'il explique comment les indices, etc., sont Voilà. manipulés, veulent rien dire, Après, les etc. comparaisons de classes d'actifs entre l'or et la monnaie, tout sur les actions. En fait, pour des gens, pour un public qui n'a pas du tout de connaissances en matière financière, cette lecture qui est vraiment facile, imagée, où il compare Bitcoin avec l'immobilier, avec l'or, tous Ouais, les risques qui pèsent sur les actions. Je trouve ça passionnant en fait, parce que ouais, euh, ouais, tout à fait. C'est très intéressant. En revanche, sur l'or, je pense qu'il se trompe, hein, au chapitre 11, l'or, monnaie défunte, le mythe de l'Eternal War. C'est pas du tout convaincant ce qu'il dit. Et c'est même étonnant pour quelqu'un qui se réclame de l'école autrichienne, parce que lui, il dit intéressez-vous à l'économie, en particulier, même et essentiellement à travers l'école autrichienne. Mais ce qu'il dit sur l'or est complètement opposé, diamétralement opposé à ce que dit l'école autrichienne. bah ouais, parce que lui, Donc, c'est son. Ouais, et là, c'est sans doute, à mon avis, très tactique. ouais. Très tactique. Et bon, effectivement, là, ça, on doit pouvoir lui reprocher d'avoir défoncé l'or. D'ailleurs, défoncé l'or. Alors, il fait plusieurs erreurs, hein. D'abord, il dit que jamais en réalité nous n'avons connu de période où la monnaie était de l'or et que de l'or. Alors, c'est juste et c'est inexact en même temps, parce que effectivement, il y avait plein de métaux différents. Donc, c'était jamais que de l'or. En revanche, l'or est quand même devenu très progressivement la monnaie de référence dans le monde, hein, jusqu'au 19e siècle. Oui, Toutes les comme couche monnaies de nationales settlement, quoi. toutes les monnaies nationales n'étaient que des unités de poids en or, Ouais, c'était l'étalon. avant d'être séparées artificiellement de l'or. Euh, Quand il dit il n'y a pas de protocole d'application de l'or, les applications de l'or sont strictement limitées par les lois de la physique, traduction, l'or ne possède aucun protocole d'application. Je comprends pas ce que ça veut dire. Ouais, je suis Si d'accord. je veux faire quoi que ce soit à partir de l'or au-dessus de la couche de base, créer l'équivalent d'un chèque ou or, par exemple, je rencontre exactement le même problème qu'avec la monnaie fiduciaire. Je comprends pas ce que ça veut dire. Et dans le texte anglais, il dit I've got the same problem as fiat currency. Et donc là, c'est peut-être plus compréhensible parce qu'il parle de la monnaie fiat, là. Il parle pas de la monnaie fiduciaire. Euh, donc, tout ça, c'est un peu dommage. Alors, en En revanche, fait, le truc, tu vois, il y a un truc qui dit intéressant au chapitre 4 sur la banque. Il dit qu'il y a 4 façons de concentrer la puissance: l'agriculture, l'énergie, la banque et la politique. ouais. Alors, ce qu'il dit sur la banque est à la fois intéressant et un peu trompeur, parce qu'il parle des réserves fractionnaires. Il dit Mhm. qu'une société qui invente la banque à réserve fractionnaire acquiert bien davantage de pouvoir encore. Un politicien, en fait, il peut gagner une guerre en émettant des Ouais. milliards de dollars. Donc ça, c'est juste. Mais là, il suggère que la société va pouvoir devenir plus efficace et plus puissante.
Ce qui en fait est faux. Et en revanche, à la fin du paragraphe, ce qu'il dit est davantage plus correct. Il dit que quand la banque est corrompue, l'argent, donc en fait la monnaie, peut fausser l'équilibre des pouvoirs. Et ça, c'est plus juste. C'est-à-dire que les réserves fractionnaires n'augmentent pas le pouvoir de la société, elles redistribuent le pouvoir à l'intérieur de la société. Elles donnent du pouvoir à plus de gens Ouais. et en diminuant le pouvoir de certaines personnes. Et donc, peut-être que ça aurait été intéressant qu'il l'explique un peu mieux que ce qu'il fait là dans ce paragraphe, où il dit qu'une société qui invente la banque à réserve fractionnaire acquiert bien davantage de pouvoir encore. Ça c'est trompeur. C'est vrai qu'il y a le risque, effectivement, c'est qu'il a des analogies qui transmettent des choses, mais s'il n'y a pas, s'il n'y a pas d'effort pour vraiment lier les concepts entre eux, ou alors pour les parfaire un petit peu, on peut rester sur sa fin, ouais. Voilà, écoute, moi ce que je pense tout de même, c'est que c'est un livre d'ouverture. Alors probablement, effectivement, quelqu'un qui est déjà assez avancé dans l'étude de Bitcoin, ce sera probablement un bouquin qui va lire rapidement, feuilleter, et peut-être il y a certains chapitres qui seront enrichissants, d'autres pas du tout. C'est un truc qui peut passer assez proche, des amis, etc. Le bouquin est riche et chacun peut y trouver quelque chose d'intéressant en fonction de son background, probablement. Et effectivement, pour chaque thématique, il y aura sans doute des gens qui s'y connaissent très bien et qui vont se dire « mais non, mais ça, c'est des conneries, ça va pas du tout ». Donc ça a ses limites. Mais le mérite que ça a, c'est sans doute d'avoir... Il a pu toucher beaucoup de monde. Après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que effectivement les gens qu'il a touchés sont des gens qui ont suffisamment compris la monnaie pour valoriser les propriétés de Bitcoin, notamment les propriétés d'autoconservation. Voilà, on sent probablement que la communication qu'il a eue en direction du grand public, elle vise pas, d'ailleurs il s'en cache pas, elle vise pas à encourager la self-custody, elle vise à faire en sorte que Bitcoin puisse entrer tel un cheval de Troie dans le monde fiat et en utilisant les systèmes existants pour sa distribution, quoi. Ouais. Ok. Eh ben, écoute, Yorick, merci pour ce bel échange et puis pour ce regard critique sur Saylor, sur le bouquin. Je suis ravi d'avoir justement cette nuance dans ton regard admirateur sur pas mal de facettes du bonhomme, et puis voilà, des reproches, ou en tout cas des critiques à faire sur sa pédagogie qui a certes de l'impact, mais qui manque d'exactitude à bien des niveaux. Ouais, voilà, pour moi, c'est un grand entrepreneur et peut-être un grand poète, mais c'est un très mauvais économiste. Si on veut comprendre l'économie monétaire, il faut commencer par Saifeddin Ammous, tous les bouquins d'Ammous, et si on veut aller plus loin, on peut lire les Autrichiens, donc Rothbard, Hayek, Mises, et Guido Hülsmann, l'éthique de la production de monnaie. C'est un bouquin remarquable qui est traduit en français. D'ailleurs, j'avais juste une petite question à te poser très rapidement. C'est Schumpeter qui disait que le capitalisme porte en lui les germes finalement du socialisme, ou quelque chose comme ça. Je ne me souviens pas de ça, c'est possible. Tu crées finalement une telle richesse que tu vas créer les conditions pour... non ? C'est possible. Alors Schumpeter, c'est un penseur paradoxal. Hein. C'est un Autrichien qui n'est pas du courant autrichien. Et c'est c'était un génie, un mec d'une intelligence absolument inimaginable. Et en même temps, il reste de son œuvre pas grand-chose de systématique. Parce qu'il était peut-être tellement intelligent, qu'il a tellement dans la nuance et la subtilité, qu'il n'a pas construit de système dont les gens se réclament aujourd'hui. Tu vois, contrairement à quelqu'un comme von Mises. Ils se connaissaient très bien, hein. Ils étaient proches, mais ils étaient en profond désaccord sur beaucoup de choses. Donc je ne serais pas étonné qu'il ait eu cette vision un petit peu pessimiste du capitalisme,
que tu as décrit là. Et elle Mais est je sais pas. pessimiste sans l'aide. C'est juste, justement, je pense, une forme de réalisme de voir que ces systèmes d'oscillation qu'on trouve au niveau de l'atome, au niveau des saisons, si tu veux, des oscillations naturelles, on les trouve aussi dans le cadre même au niveau idéologique, si tu veux, c'est cette histoire-là, cette image de saisonnalité, les hommes forts, tu crées des temps faciles. Bon, on sent qu'il y a une réalité dans cette image, même si c'est à nouveau une analogie qui n'est peut-être pas scientifique, sans doute qu'il y a des faits historiques qui viennent corroborer cette réalité. Et donc voilà, quelque part, ça nous indique que ces logiciels humains, ils évoluent et que cette rationalité si précieuse qui est présente dans le travail de Mises et qui est au service véritablement de l'humanité et qui est un socle, à mon avis, sur lequel il faut s'appuyer, eh bien, il doit conjuguer avec une réalité changeante et à des mouvements qui reviennent, qui viennent en opposition, qui viennent peut-être, même s'ils ont un côté... voilà, il faut trouver l'équilibre, je pense, entre ces différents courants qui, à mon avis, qu'on ne peut pas supprimer et qu'il n'est peut-être pas dans l'intérêt de l'homme de supprimer. Il y a une coexistence d'idéologies. Voilà, ça ne veut pas dire que tout se vaut, bien loin de là, mais ça veut dire qu'il faut conjuguer avec le réel et c'est un petit peu l'approche de Saylor, c'est de veiller à ce que les fondamentaux de Bitcoin demeurent présents et que le virus puisse infecter l'ensemble de l'édifice finalement, tu vois. Oui, mais moi je suis d'accord avec toi, c'est important de combiner diverses approches pour identifier quelle partie est pertinente dans chaque approche et pour se faire sa propre approche. Et il ne faut pas hésiter à décrire les éléments qu'on estime erronés dans chacune des approches des autres. Et c'est exactement ce que font les Autrichiens. Quand tu lis la théorie de la monnaie et du crédit de Mises, il s'appuie sur des siècles de pensée monétaire qu'il maîtrise parfaitement. Et il identifie des éléments qui lui paraissent convaincants dans plusieurs écoles de pensée différentes, notamment dans le fameux débat entre la Currency School et la Banking School, qui était le grand débat théorique du 19e siècle. Et lui, il identifie des choses intéressantes dans chacun des deux courants et il se fait sa propre opinion. Et il dit, tel autre aspect est totalement farfelu, erroné, relève de la pensée magique, de la superstition, ou est factuellement inexact. Et donc ça, c'est une approche qui m'inspire. C'est ça c'est ça qui me paraît intéressant comme approche. Voilà. Superbe. Eh bien, Yorick, merci beaucoup encore, et puis à très bientôt. Merci à toi. Bye À bye. bientôt. Salut Jacques.